Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Be Smart for Change pour une nouvelle édition de Safe, Parlons Risque, une émission consacrée aux enjeux du risque management et de l'assurance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les PFAS, les per- et polyfluoacrylés, des substances chimiques très persistantes, parfois qualifiées de polluants éternels, sont anti-adhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs. Ces substances sont largement utilisées depuis les années 50 pour divers domaines industriels et divers produits de consommation courante. Aujourd'hui, les PFAS sont dans l'œil du régulateur en raison des risques qu'ils peuvent représenter pour la population. Et pour faire le point sur ce sujet au carrefour des sciences de la vie, du réglementaire, de l'assurance et du droit, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Dominique Brosset, directeur général du cabinet d'expertise d'assurance Naudet. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être des nôtres pour parler de ce sujet, comme je le disais, qui fait couler beaucoup d'encre. On l'aura compris, c'est un sujet éminemment d'actualité. Est-ce que, pour bien le comprendre, vous pouvez d'ores et déjà nous dire ce que recouvre les PFAS? Alors, c'est un sujet qui est bien complexe parce que la définition des PFAS a évolué dans le temps. Peut-être qu'on pourrait rappeler ce que veut dire l'acronyme PFAS, c'est poly, per, fluoroalkyl substance. Donc on a différents mots. Polyper, on va le mettre de côté. Alkyle, c'est la définition d'une chaîne chimique, hein. On prend un alcane. Un alcane, c'est la pétrochimie, une grande famille de la pétrochimie. La formule chimique, c'est CnH2n+2, c'est le méthane, l'éthane, le propane. Vous connaissez ces gaz-là. C'est aussi l'essence, c'est aussi le gasoil, c'est aussi... Tout ça, c'est la famille des alcanes. Et la formule est assez simple, c'est une chaîne de carbone avec des atomes d'hydrogène autour. Si vous remplacez un atome d'hydrogène par un fluor, vous allez fabriquer un alkyle. Donc c'est l'acronyme que vous utilisez dans la définition des PFAS. Hein. L'alkyle, c'est qu'on a remplacé des hydrogènes par des fluors. Per ou polyfluoroalkyle, c'est que on a remplacé tout ou partie des atomes d'hydrogène par du fluor. C'est soit du per, soit du poly. Et ensuite, pourquoi substance? Parce qu'on ne s'arrête pas là. C'est que pour fabriquer un PFAS, on va rajouter au bout de cette molécule une molécule qui va avoir une caractéristique un peu contraire au PFAS. L'intérêt du PFAS, c'est qu'il repousse l'eau et les graisses. Et on va rajouter une molécule qui a les caractéristiques contraires. Et ça va permettre qu'elle s'accroche sur un support, en gros. Ou alors, autre caractéristique, c'est qu'on va modifier les caractéristiques tensioactives de l'eau. Donc voilà pour la définition historique, on va dire, du PFAS. Ensuite, il y a un grand débat actuellement sur comment définir des PFAS. Chacun a un petit peu sa définition selon l'objectif visé. Les débats purement réglementaires, on va dire en Europe, se fondent sur la définition de l'Agence chimique européenne, l'ECHA, qui a fait une définition qui est assez extensive. Et dans cette définition, on a plus que ces substances-là. On a d'autres substances fluorées qui sont les polymères. Donc je dirais que dans la définition des PFAS, pour suivre le débat et poursuivre un peu toute l'actualité réglementaire juridique sur les PFAS, on a d'un côté les monomères, qui sont ces molécules que je vous ai décrites tout à l'heure, et vous avez d'un autre côté les polymères, qui sont des chaînes carbonées avec du fluor, et que l'on a polymérisé, et on va obtenir du téflon ou du PVDF. C'est quand même deux familles très distinctes, qui s'englobent dans la même définition, mais qui n'ont pas du tout les mêmes comportements. Alors, un Oui, petit je- historique peut-être, et ça amènera à la conclusion, si cela m'est permis, c'est que l'historique, c'est la découverte du fluor qui est assez tardive. Le fluor, on l'a découvert il y a en gros, allez, 150 ans, quoi. Hmm. Tardivement, parce qu'il est tellement dangereux que l'isoler, c'était compliqué. Les premiers qui l'ont découvert en sont morts. Donc, c'est le survivant qui a découvert qui a eu la paternité de la découverte, quoi, en gros. Donc, c'est une matière assez dangereuse, toxique, très dangereuse, qui agresse tout. Et la raison, c'est que si on compare les atomes à des petits aimants, le fluor, c'est le super aimant. Mhm. Il va tout de suite s'accrocher aux autres molécules et très difficile à retirer après. Ce qui fait que quand la Terre s'est créée, eh bien, il y avait un bouillon de plein d'atomes qui étaient en circulation à haute température. Eh bien, quand tout ça s'est refroidi, le fluor, il s'est tout de suite mis à l'état minéral parce qu'il s'est pris, et une fois qu'il était accroché, il ne bougeait plus. Donc on le retrouve naturellement dans les minéraux. Par contre, quand on l'a découvert, eh bien, on a fait de la chimie et cette chimie, elle est assez nouvelle finalement à l'échelle du temps. On a commencé à travailler le fluor dans les années 50 à peu près. Je mentionnais les années 50, justement, C'est le c'était... début. Oui. Hmm. Et en plus, cette découverte, elle s'est faite par le biais des polymères. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec les fluors. Et puis les premières découvertes qui étaient intéressantes, c'était le téflon. Et le téflon, il est resté dans un tiroir un petit bout de temps.
puis intérêt stratégique, c'est que c'est une matière qui a plein de caractéristiques intéressantes. Matière plastique qui résiste bien à haute température. Et au même moment, on était dans les années 45, on avait le projet Manhattan, 44-45. Il fallait isoler l'uranium 235 et c'était un combat entre l'Allemagne et les Américains et les Anglais qui arriverait en premier. Et le Téflon a permis aux Américains d'avoir une longueur d'avance, d'enrichir l'uranium 235, de disposer de la bombe atomique avant les Allemands. Donc ça a été quand même une matière qui a eu un effet assez stratégique sur la géopolitique. Et une matière que l'on peut transposer, bien entendu, dans une perspective historique, puisqu'aujourd'hui, il a dicté nombre de processus de fabrication. On voit aujourd'hui, effectivement, que le sujet est sur le devant de la scène, avec une recrudescence de sinistres, de potentiels contentieux. On le voit notamment dans le bassin rhodanien. On voit également des initiatives d'un point de vue réglementaire. Eu égard de tout ça, et du fait qu'aujourd'hui le public se l'approprie, est-ce que cette définition est amenée à évoluer? Vous me faites ce distinguo entre monomère et polymère. Qu'est-ce qui est concrètement dangereux? Alors, avec certitude, on peut dire que les monomères portent une dangerosité relativement importante. En particulier, les premières molécules qui ont été brevetées dans les années 60, c'était des surfactants, donc des molécules qui avaient 7-8 atomes de carbone et qui étaient, telles que je vous l'ai décrites tout à l'heure, purement non polymérisées, donc des molécules qui avaient la caractéristique de modifier les caractéristiques tensioactives de l'eau. Premier usage qui en a été fait, c'est des mousses anti-incendie. Parce que vous mettez un peu... alors à l'époque, la matière phare qui a été utilisée, c'est le PFOS. Vous mettez un petit peu de PFOS dans l'eau et vous en faites une mousse, genre mousse à raser, mais très résistante à la chaleur. Donc vous éteignez très facilement un feu avec ça. Et on peut dire que la problématique des PFAS, au sens large, elle est née de ces surfactants qui ont été utilisés sans vraiment discernement. Parce que c'était une époque où on n'était pas vraiment conscient des enjeux écologiques, bien que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que dans les années 70, pour moi, on était très conscient déjà des enjeux écologiques, il y avait beaucoup de warnings, mais on n'a pas su réglementer à temps le développement. Et ce qui fait qu'on a utilisé sans discernement dans tous les centres d'entraînement de pompiers, sur les aéroports, dans les casernes de pompiers, on a utilisé du PFOS sans aucune précaution, on l'a disséminé dans l'eau, on a pollué l'eau autour de tous ces centres, et les conséquences sont lourdes en termes de cancer et de pathologies diverses, parce que ces matières sont très dangereuses. Donc, première erreur, on va dire, des industriels quelque part, c'est un manque de discernement dans l'usage de ces matières. Deuxième erreur, alors on a commencé, le film Darkwater illustre bien la découverte du PFOS et de sa dangerosité, 2000 à peu près, 2001. Donc les industriels ont dit oui, mais on est d'accord, le PFOS c'est dangereux, mais on a une autre molécule, c'est le PFOA, un autre PFAS dans la famille. Et puis on s'est aperçu 10 ans plus tard qu'il était tout aussi dangereux que le premier. Donc cette substitution malheureuse, elle a un petit peu écorné l'image des industriels ou de certains industriels sur le sujet de la santé. Et ensuite, on a eu un troisième usage, on va dire, ou un troisième comportement qui n'était pas terrible, c'est qu'on a développé sans discernement ces molécules-là pour en faire des molécules de grand public. Le traitement Scotchgard et tout ça, ça aboutit à la situation que toutes les moquettes, toutes les tentures murales, tous les vêtements, les cartons, les boîtes à pizza, les cartons de frites, tout ça est traité au PFAS. Et on a disséminé, mais partout, du PFAS. Et on a exposé tout le monde au contact du PFAS. Donc, et de ces surfactants, quoi. Et ces surfactants, ils ont la caractéristique d'aimer l'eau, d'aimer les molécules du corps humain. Elles s'y insèrent très bien, elles s'y propagent très bien. Elles rentrent dans les cellules, puis elles ne bougent pas. Donc, elles sont accumulatives. Et au-delà d'un certain seuil, la toxicité se développe, quoi. Donc, c'est ça le cœur du débat des PFAS. Il est né de ces surfactants. Et de toute une famille. Alors, on en a isolé une vingtaine aujourd'hui. On va vers 40. Malheureusement, la possibilité d'en fabriquer des nouvelles qui ressemblent est assez grande. C'est-à-dire qu'il est assez difficile de circonscrire ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas dans la famille des surfactants, parce qu'on parle de 10 000 molécules. Donc, dans ces 10 000, lesquelles sont dangereuses, lesquelles ne le sont pas, c'est une énorme étude de toxicologie à faire, molécule par molécule. Bien sûr. Mais la famille, globalement, est quand même une famille assez défavorablement connue des milieux
yeux sanitaires, quoi. On sait Et, bien que et assez nocives, on est assez l'entend. nocive. On les qualifie justement de polluants éternels. Peut-on s'en débarrasser? Alors s'en débarrasser, non. Vous avez une parution là qui montre que le coût pour dépolluer les terres en Europe, c'est à peu près 100 milliards par an. Ça donne l'échelle, hein. Hmm. Donc s'en débarrasser, c'est très compliqué parce qu'elles ont imprégné les terres, elles ont imprégné les ruisseaux. Aujourd'hui, la teneur dans la mer est telle que tous les poissons sont contaminés au PFAS, le monde entier. Donc la situation est assez complexe. Vouloir dépolluer, ça semble assez utopiste. Il faut apprendre à vivre avec. Hmm. Ça implique également pour certains écosystèmes, vous me voyez venir sans doute, de vivre aussi avec ce risque. Je prends l'exemple des assureurs. Quelles sont aujourd'hui les polices et les garanties inhérentes au PFAS, aux enjeux de responsabilité qui en découlent? Et vous, en tant qu'expert d'assurance, comment vous y répondez aussi? Alors, il y a un grand travail après de discernement, hein, les polices d'assurance, c'est des écritures, hein, c'est des contrats, c'est des textes. Donc, il y a d'abord un grand travail de discernement que font les assureurs et qui sont sur la table des assureurs pour savoir que garantir, qu'exclure. Il y a quand même une grande différence entre le comportement du passé et le comportement du futur. Les industriels aujourd'hui ont bien compris qu'il ne fallait pas reproduire ce qui s'était passé. Il y a le traitement des monomères et des polymères. La dangerosité n'est pas comparable. Si on prend l'exemple du téflon, historiquement, on le fabriquait avec des PFAS parce que c'était bien pour disperser et faire la réaction. Aujourd'hui, on sait fabriquer des téflons sans PFAS. Le PVDF est un cas également à part. Donc, on voit qu'il y a besoin d'un certain discernement déjà, et cette maturité dans le discernement, elle n'est pas permise aujourd'hui parce que, en tout cas au plan européen, la définition des PFAS est encore un débat Hmm. entre les ministères de l'écologie qui ont des demandes qu'ils transmettent à l'Agence chimique européenne, qui transmet des recommandations aux riches. Le riche élabore des textes qu'il va soumettre au Parlement européen et le Parlement européen va voter, mais en tenant compte de la situation industrielle. Hmm. Donc, dans tout ça, les polices d'assurance sont encore très dans l'observation, mais on ne peut pas dire qu'il se dégage une écriture commune dans tous les contrats sur le sujet des PFAS. Hmm. C'est vraiment la période d'observation. Une certaine inquiétude, évidemment, parce que potentiellement, ça impacte toutes les polices, hein. Ça va impacter les garanties dommages au titre des frais de déblai. Bah, si vous avez des PFAS, vous ne pouvez pas les mettre dans toutes les décharges. Ouais. Donc, c'est de l'incinération, c'est très cher. Ça va impacter les garanties de responsabilité civile, bien sûr. Vous pouvez être un producteur de quelque chose qui vous le certifiez sans PFAS, mais vous n'en êtes jamais vraiment pas sûr. Parce que si vous vendez, par exemple, des boîtes de crayons de couleur, vous achetez des pigments, les pigments vous les achetez en Chine, et qu'est-ce qui vous dit que votre fournisseur chinois n'a pas utilisé un petit peu de PFAS dans son procédé de fabrication? Hmm. Et à des doses faibles, mais que vous pouvez retrouver finalement après. Donc c'est un sujet qui est compliqué. Aujourd'hui, le discernement qui est attendu, alors il y a encore beaucoup de débats à venir, hein, mais on voit bien que si vous regardez les grandes dates passées, novembre 2023, l'Allemagne et 5 États disent qu'il ne faut plus de PFAS en Europe. Ouais. Ça, Hmm. c'était le PFAS ban. Et puis, décembre 2024, l'Allemagne dit il faut du discernement. Bon, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que si on bannit les PFAS, on a un très gros problème à gérer, un problème industriel, un problème social. C'est de l'emploi, c'est également la vie de tous les jours. On ne sait plus fabriquer de batteries, on ne sait plus faire voler des avions, on ne sait plus fabriquer un téléphone. Ouais. Et ça veut dire que si on s'interdit de les faire sans PFAS, on n'est plus du tout concurrentiel. Hmm. Donc c'est un vrai sujet. Et Donc, je pense que idéalement, il faudrait arriver à segmenter les PFAS dans les PFAS utilisés dans les objets, des outils, on va dire, ceux utilisés dans les process, et puis ceux qui exposent au grand public. Et ceux qui exposent au grand public, il faut les bannir. Il n'est hmm. plus question que chacun de nous soit dans un environnement de PFAS. Il faut arrêter. Donc de l'importance effectivement du discernement. Voilà. Ça, on l'entend avec vous. Merci beaucoup, Dominique, pour cet échange qui apporte, certes, effectivement des recommandations sur le discernement, mais également un petit peu plus de clarté sur ce sujet d'actualité. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Vous restez avec nous sur Be Smart for Change.